den Rechten. Bir müşteri olan Den rechten Teil an der Nordseite. inceleyelim. Moving forward. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques résultats tirés de mon travail de thèse que j'effectue à l'Université Paris 1 et je suis en thèse CIFRE à Réseau Ferré de France. Et ma thèse porte sur les enjeux liés à la coordination des politiques ferroviaires régionales et des politiques d'aménagement urbain dans deux métropoles françaises, Toulouse et Nantes. Ce travail de recherche part d'une interrogation sur les conditions de constitution du réseau régional comme offre alternatives de déplacement dans les territoires métropolitains et sur la question de la structuration des territoires autour du ferroviaire. Le point de départ est le suivant. Depuis l'après-guerre, l'étalement urbain s'est organisé autour des infrastructures routières et progressivement, en même temps que l'offre ferroviaire déclinait, on a observé une déconnexion entre le réseau ferré régional et le développement urbain. Aujourd'hui, le contexte évolue. D'une part, depuis 2002, les régions investissent fortement dans le développement des services régionaux et en particulier dans la revalorisation des dessertes périurbaines. Et en parallèle, depuis la loi SRU et la loi Grenelle, on assiste à un changement de référentiel des politiques d'aménagement et l'affirmation croissante du principe de cohérence urbanisme-transport. Cela se traduit par de nouveaux principes d'aménagement et notamment une certaine injonction des aménageurs à utiliser le rail et les gares comme un levier de structuration des territoires métropolitains, à la fois en termes d'urbanisme et de déplacement. Il y a un foisonnement d'études sur l'urbanisme orienté vers le rail, avec derrière un double objectif, d'une part répondre à la demande de logement tout en limitant l'étalement urbain, et favoriser l'usage du train pour limiter les déplacements automobiles. On pose la question suivante, ce nouveau contexte se traduit-il par une modification des pratiques d'aménagement en lien avec le réseau ferré ? Donc, j'ai choisi ici de présenter une de mes études de cas dans la métropole toulousaine. Donc, quelques éléments de contexte. Toulouse est un terrain très étudié par les chercheurs travaillant sur le périurbain. La métropole toulousaine est connue par ses records en matière d'étalement urbain, d'usage de l'automobile, pour sa fragmentation institutionnelle, un certain retard dans les développements des transports collectifs. Jusqu'à présent, les politiques d'urbanisme et de transport étaient très peu coordonnées. Aujourd'hui, le contexte change. En ce qui concerne le ferroviaire, depuis la régionalisation, la région Midi-Pyrénées mène une politique ferroviaire assez volontariste et l'offre ferroviaire périurbaine a été significativement augmentée. Et en parallèle, la démarche de planification métropolitaine, engagée en 2002, met l'accent sur l'armature ferroviaire comme levier de structuration des territoires métropolitains. Et c'est particulièrement visible dans le schéma de cohérence territoriale du Grand Toulouse, le SCOS central, qui fixe des planchers de densité urbaine, à la fois en extension et en renouvellement urbain, prioritairement dans les zones bien desservies par les transports collectifs, et surtout freine le développement hors de ces corridors. Regardons ce qui se passe en termes de pratique sur le corridor ouest de l'aire urbaine toulousaine. Alors, ce corridor est intéressant à plusieurs titres. D'une part, il inclut des communes au profil très divers, de l'urbain dense au périurbain lointain. C'est un territoire en croissance démographique, dont le dynamisme est appuyé par notamment l'activité aéronautique dans la commune de Blagnac. Et cet axe ferroviaire a pour particularité d'intégrer en partie la tarification urbaine sur le segment Arène-Colomiers, donc c'est les stations en jaune, et d'avoir fait l'objet récemment d'une amélioration significative de l'offre en 2003. Alors, il y a eu des investissements à la fois sur l'infra, la mise en place du cadencement, l'amélioration des fréquences et la création de 4 nouvelles haltes, les Ramassiers, Saint-Martin, Le Toec et plus récemment Gallieni. En gros, on ne va pas revenir sur l'histoire de ce projet ferroviaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce projet ferroviaire à caractère périurbain ou péricentral résulte d'un arrangement assez inédit entre, avant la régionalisation, le syndicat mixte des transports urbains et la SNCF, et après la régionalisation entre la région et l'AOT urbaine, l'autorité organisatrice des transports urbains. Aujourd'hui, la desserte est assez soutenue, mais inégale selon les gares. Alors, comment fonctionne l'axe aujourd'hui ? Ce projet est considéré comme une réussite. La fréquentation a été multipliée par 5.
Mais dans le détail, on voit apparaître deux bémols. D'une part, des déséquilibres dans le fonctionnement de la ligne. En fait, la tarification intégrée ne concerne qu'une partie de la ligne. On a en effet le mur tarifaire qui se traduit par un rabattement de l'ensemble des usagers, notamment périurbains, de l'Ouest sur la première gare qui est intégrée à la tarification, la gare de Colomiers, et avec les conséquences que ça peut avoir en termes d'exploitation, de capacité de stationnement, etc. Et sur certaines gares, on peut considérer que la fréquentation est relativement insuffisante par rapport aux investissements réalisés, et globalement, des optimisations pourraient être faites. Ce projet et l'arrangement qu'il a impliqué en termes institutionnels entre l'AOT urbaine et la région s'est fait un peu dans la douleur et reste un sujet de discussion assez soutenu, notamment sur les enjeux financiers et fonctionnels liés à cette ligne, au statut mixte entre transport ferroviaire et transport urbain. Alors, est-ce que l'amélioration de l'offre s'est traduite dans les pratiques d'aménagement et en particulier dans les communes périurbaines ? Aujourd'hui, les communes gares de cet axe sont concernées par des objectifs forts en matière de densification. Et on fait le constat que les élus locaux apparaissent relativement sensibles à ces sujets. Leur intégration dans les processus de planification intercommunaux favorise une appropriation des recommandations à l'échelle locale, et ce d'autant plus que ça rencontre certaines de leurs préoccupations. Par exemple, diversifier l'offre de logement, offrir du logement locatif en collectif. Les élus locaux identifient aussi clairement la desserte ferroviaire et la gare comme un atout fort pour la commune. Elle participe de leur attractivité. Mais en fait, la gare est vue principalement comme une fonctionnalité, une offre de transport dont il faut améliorer la performance. Et l'essentiel des projets portés par les intercos ou surtout les communes concerne l'augmentation de la capacité des parkings, l'organisation des liaisons en transport collectif. Mais ces projets de pôle d'échange ne s'accompagnent pas d'une réflexion sur l'urbanisme autour. Et du coup, au niveau des projets urbains, on s'aperçoit que les projets de densification concernent principalement la partie dense de la ligne, autour des gares concernées par l'intégration tarifaire. Ce sont des grands projets intercommunaux portés par la communauté urbaine du Grand Toulouse. Et peu de réflexions sont entamées pour l'instant sur le renouvellement urbain autour des gares. Et le développement est principalement envisagé en extension, en dehors des périmètres d'accessibilité piétonne ou en mode doux aux gares. Alors comment on explique ça ? Forcément, l'émergence de projets intégrés dépend fortement du contexte local autour des gares, des opportunités et du degré de facilité du projet de densification. Les gares sont inégalement connectées au reste du tissu communal et du coup de la place de la gare dans la commune va dépendre l'intérêt porté à ce territoire. Et cela dépend aussi des autres disponibilités foncières sur les communes et des projets déjà engagés par ailleurs, et bien entendu des stratégies des acteurs locaux. Et finalement, lorsqu'il y a émergence d'un projet de densification résidentielle autour d'une gare, ce projet ne naît pas de la volonté d'articuler urbanisme et déplacement. Ce qui modifie à la marge la manière de concevoir l'urbain apparaît interne à l'urbain et correspond à la congruence de plusieurs facteurs, à la fois la diffusion de nouvelles normes en matière d'aménagement, une évolution démographique des espaces périurbains qui pousse à envisager une diversification de l'offre de logement, la nécessité d'optimiser des projets. En fait, les stratégies d'aménagement évoluent principalement pour répondre à un besoin de maîtrise dans le temps et dans l'espace du développement urbain, mais ne sont évidemment pas pensées spécifiquement pour favoriser l'usage du réseau ferré. Cependant, au-delà de ces constats généraux, on a bien sûr des diversités dans les pratiques d'aménagement. Alors, très rapidement, par exemple, la commune de Brax, donc cette commune, il y a une certaine convergence, mais plutôt opportuniste, entre les intérêts de la commune et les orientations du SCOT sur le sujet de la densification urbaine. Elle impulse une dynamique de renouvellement urbain et de densification à proximité de la gare, mais c'est surtout un compromis entre des ambitions, construire du logement collectif pour maintenir la population jeune sur place, des contraintes géographiques, petit territoire communal, peu de disponibilité foncière, des espaces naturels et des contraintes financières. À l'inverse, Pibrac, c'est une commune qui a un grand territoire communal et de grandes disponibilités foncières. Et en gros, l'essentiel des zones d'extension sont situées, sont localisées au sud de la commune en lien avec l'accessibilité routière. Et l'offre ferroviaire est vue surtout comme un support du développement urbain. La commune revendique la création d'une nouvelle halte à proximité de ces projets au sud-ouest de la commune. Et Méranviel, c'est un cas un peu spécifique, donc c'est un contexte très rural.
enfin périurbain rural. Et l'intégration de la gare au territoire est principalement envisagée en termes d'accès. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une commune qui est dans un périmètre de développement mesuré dans le cadre du SCOT. Le SCOT a fixé comme objectif que 80% de la croissance urbaine se concentrait dans la zone dense. Et en gros, les autres communes doivent se partager les 20% restants. Et là, la gare est utilisée comme un levier de négociation, un des points centraux des négociations entre le SCOT et ces communes périurbaines pour obtenir plus de droits à construire. Donc cette étude de cas montre que les enjeux liés à la constitution du réseau ferroviaire comme une alternative à la mobilité périurbaine posent la question de la cohérence entre urbanisme et transport ferroviaire, mais cette question ne se limite pas au sujet de la densification urbaine autour des gares. La conception de l'offre ferroviaire est importante et a un impact sur les possibilités d'émergence des projets urbains autour des gares. Aujourd'hui, des réflexions sont en cours à la fois sur la mise en place d'un tram-train, sur l'extension de l'intégration tarifaire, mais ça pose des questions bien sûr de financement parce que ça a un coût et de coordination entre les deux autorités organisatrices. Ensuite, sur les projets urbains, on a vu que les territoires périurbains recèlent des potentialités pour une valorisation autour de ces gares périurbaines, mais les potentiels sont divers et finalement l'émergence de projets se heurte aux héritages territoriaux. Alors aujourd'hui, les projets autour de l'axe pourraient évoluer. Il est prévu par exemple que la communauté urbaine passe à un PLU communautaire et que ce territoire fasse l'objet d'un contrat d'axe ferroviaire qui prévoit une programmation conjointe de l'urbanisation et des projets urbains. Alors au-delà de cette étude de cas, qu'est-ce qu'on peut poser comme question pour réfléchir au rôle que peut avoir le réseau ferré régional dans la desserte et la structuration de la ville diffuse? Tout d'abord, les gares régionales peuvent-elles être les leviers d'une nouvelle structuration des territoires périurbains? On peut émettre des doutes. On mise beaucoup sur la densification urbaine autour de gares. Or, peut-être que le potentiel tend à être survalorisé. Et plus généralement, cette ambition des aménageurs se heurte quand même à des territoires qui résistent au changement. Se pose alors la question de l'accompagnement au changement souhaité par les politiques publiques et les aménageurs. Et l'exemple étudié met en évidence certaines limites d'une approche très institutionnelle ou normative où la planification se contente de fixer des planchers de densité. Ces projets sont complexes et il semble nécessaire de réfléchir à l'accompagnement de ces communes périurbaines en termes d'ingénierie et de projets. À ce titre, il y a d'autres régions et d'autres agglos qui mettent en place des outils assez innovants. Ensuite, à quelles conditions l'offre ferroviaire peut-elle être une réponse pour la mobilité des périurbains ? On voit qu'il y a des enjeux de gouvernance, de coopération entre autorités organisatrices, mais pas seulement. On peut se souvenir par exemple de la tribune du directeur de Transilien en 2010 qui disait « Arrêtez de densifier autour des gares, le réseau ne peut pas encaisser l'augmentation de la fréquentation ». Et dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, cette question ne se pose pas qu'en Île-de-France. Le vice-président au transport de la région Midi-Pyrénées dit par exemple que tout usager supplémentaire du TER coûte cher et que les finances régionales ne peuvent pas suivre et que la densification urbaine autour de ces gares n'est pas forcément une bonne idée. Donc qui paye ? Troisième point, quel effet de l'amélioration de l'offre ferroviaire sur l'étalement urbain ? On mesure peu cet effet et sur la capacité des ménages à aller s'installer plus loin, et ce d'autant plus qu'on facilite l'accès aux gares. Et on peut se demander si l'idée de structurer les territoires métropolitains autour du rail, un réseau radioconcentrique, ne va pas augmenter les effets de renforcer la logique de fonctionnement centre-périphérie et de dépendance de ces espaces périurbains au centre. Du coup, se pose bien sûr la question de qu'est-ce qui se passe hors corridor. C'était la slide précédente. Qu'est-ce qui se passe hors corridor ? On a vu ce matin des propositions d'offres de mobilité pour ces territoires de l'entre-deux. On ne peut pas tout miser sur le rail. Quelle offre de transport pour les basses densités ? Et surtout, le principe de polarisation du développement urbain économique dans les centres et dans les territoires bien desservis en transport collectif suppose de limiter le développement urbain dans les zones qui sont non desservies. Or, qu'advient-il de ces communes ? Et là, ces communes revendiquent un droit au développement et ce principe de polarisation ne semble pouvoir être acceptable que s'il est compensé par une solidarité intercommunale qu'il reste, semble-t-il, encore à construire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Juliette Mola. C'était assez étonnant d'apprendre grâce à vous qu'il y a des élus locaux qui peuvent se plaindre des difficultés que leur pose l'extension du transport collectif.
Enfin, c'est un élu régional qui, oui, enfin, effectivement, Non, mais ça mais montre- qui fait preuve de réalisme, et qui dit que oui, enfin, ça coûte très cher et qu'on ne va pas pouvoir tout résoudre avec le rail. Mais donc les élus ne sont pas que des gens qui pensent mal et qui réfléchissent peu. Enfin, on a des élus qui Je vous laisse la responsabilité réfléchissent. de ce présupposé. Hein. C'était pas le mien en tous les cas. Mais est-ce que ça veut dire que les élus locaux en question, ou du moins celui auquel vous faites référence, aimeraient que la SNCF fasse plus? C'est-à-dire qu'au-delà des infrastructures dont elle s'occupe, au-delà des gares, qu'elle vienne aussi en appui pour développer des projets urbains qui, selon lui, cet élu, doivent accompagner le développement des gares. Vous parlez de quel Votre élu ou vos élus disent bah, c'est très bien qu'on ait des gares et le développement du corridor, mais ça nous oblige à faire des investissements, on ne peut pas suivre. Si j'ai bien compris. Là, c'était l'élu vice-président à la région. Donc, voilà, oui, l'élu, il est élu. Oui, d'accord. Alors, est-ce que du coup, il a envie, ou est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée de demander à la SNCF de l'aider à financer ce qu'il estime devoir financer pour accompagner le développement ferroviaire? Je pense que ce qu'il a peut-être envie de demander à la SNCF, c'est de faire un service TER moins cher, déjà, premièrement. Et après, sur le sujet de l'accompagnement des projets urbains, il y a des régions, par exemple, qui, dans le cadre de leur politique territoriale qu'elles ont avec notamment les communes, les communautés d'agglomération, accompagnent un peu ce changement. Elles financent, par exemple, c'est une étude, voilà, les compléments liés au volet urbanisme d'une étude liée à un pôle d'échange, etc. Mais après oui, la région peut demander, par exemple, que le foncier ferroviaire soit donné un peu, soit vendu un peu moins cher, des choses comme ça. Mais il ne va pas demander à la SNCF de faire des projets urbains. Je sais pas, pourquoi pas? Oui, mais c'est pas forcément les plus compétents, en fait. Enfin, c'est ça, pour faire du projet urbain. Donc, ouais. Non, mais il pourrait participer au financement, par exemple. Enfin, en tous les cas, ça fait beaucoup d'acteurs, et je trouve que c'est vraiment pas la première fois depuis le début de la journée qu'on est confronté comme ça à une telle pluralité d'acteurs qu'il y a une question de gouvernance qui se pose. Je vais aborder cette question de la bicyclette qui, évidemment, actuellement est pas du tout crédible dans le périurbain. Mais est-ce une question de croyance? Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire au vélo, il s'agit d'essayer d'objectiver un certain nombre de choses le concernant et d'atterrir, de voir les choses telles qu'elles sont. Je vais tenter cet exercice. Aujourd'hui, le vélo n'est pas vraiment utilisé ni envisagé. Pourtant, il a été utilisé en France. Il est utilisé aujourd'hui dans le périurbain en Europe, du Nord essentiellement. Alors, les parts modales du vélo en France ont redémarré dans presque toutes les villes, selon les dernières enquêtes ménage-déplacement. Mais cela cache une différence très forte entre le centre, où il y a une hausse très sensible, incontestable du vélo, et la périphérie, et surtout le périurbain, où on a une stagnation ou une baisse qui continue. Voici par exemple le cas de Strasbourg, où on voit très bien qu'en 88, il y avait plus de cyclistes qui circulaient en grande périphérie que dans le centre, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et ceci a eu lieu à peu près dans toutes les villes en France, semble-t-il. Les grandes villes, en tout cas. Pourquoi? Parce que sous la pression du trafic automobile, dans les centres, les cyclistes se sont réfugiés, si on peut dire, en périphérie, ou ont continué à circuler encore pendant un temps en périphérie. Et aujourd'hui, avec le développement de l'automobile à grande échelle, en grande périphérie, les cyclistes ont été chassés de cet espace. Alors, il n'en est pas de même dans les pays d'Europe du Nord. Si on prend par exemple l'Allemagne, dans les centres, on a 11% de part modale vélo. En périphérie, 10%. C'est sensiblement égal, alors qu'en France, c'est très différent. C'est pratiquement 2 à 3 fois moins, sinon plus.
Dernière mise en perspective qu'on pourrait appeler technique, c'est le fait que le système automobile aujourd'hui, il est très efficace, surtout dans le périurbain. On a beaucoup construit de routes, les conseils généraux ont bien donné. Et bon, vous savez comment fonctionne un système automobile, c'est des voitures efficaces, mais aussi tout un réseau, des services, etc. C'est parfaitement au point aujourd'hui. Il a fallu des décennies pour y arriver, mais c'est au point. Le système vélo, rien de tel. On a des aménagements inexistants ou très peu roulants, avec des arrêts incessants, des coupures urbaines partout, un revêtement médiocre, pas d'éclairage, pas d'entretien, un profil inadapté, un réseau peu maillé. Bon. Les vélos eux-mêmes sont peu efficaces et la population complètement inexpérimentée. Et, bon, il y aurait beaucoup à dire. Passons maintenant à l'analyse du potentiel. Alors, je vais prendre la ville telle qu'elle est, le périurbain tel qu'il est. Il ne s'agit pas ici de remettre sur le métier la question de sa caractérisation et de est-ce que c'est bien, pas bien. Je le prends tel qu'il est. Et on va essayer de voir dans la ville telle qu'elle est, étalée, ou diffuse, comme vous voulez, s'il y a un potentiel théorique, au moins, d'usage du vélo. Alors, plusieurs études se multiplient ces derniers temps sur ce sujet. À Nantes, on a entendu 18%, là, je crois, tout à l'heure. Il en est... voilà, il y en a d'autres. Il y en a une qui a été réalisée dans plusieurs villes. Alors, un mot avant, sur le papier, le vélo, comment s'ordonnent les modes alternatifs à la voiture selon le gradient de densité des villes. Le centre, c'est l'idéal pour la marche et le métro, l'approche périphérie pour le vélo et le bus, le périurbain pour le vélo plus TC lourd, c'est-à-dire soit vélo tout seul, soit plus souvent en complémentarité avec des trains, par exemple. Bon, voilà, on a une situation de ce genre qui, a priori, peut être favorable. On a pas mal de petits déplacements en périphérie, malgré tout. Ce chiffre-là concerne Grenoble. Un espace abondant et peu coûteux, donc on peut intégrer des aménagements et du stationnement pour le vélo sans trop de difficultés. D'où un potentiel d'usage du vélo dans quelques villes qui est assez saisissant. Si on prend le cas de Londres, une étude récente de 2010, je vous fais court, on a un potentiel de 25% de l'ensemble des déplacements qui seraient réalisables à vélo, dont une bonne part, même la majorité, dans Outer London, c'est-à-dire, vous voyez, en grande périphérie. Bon, voilà. Autre étude, avec une méthodologie différente. On va pas se battre aujourd'hui sur les méthodologies de calcul de ce potentiel. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça serait rentrer dans trop de techniques. Une autre étude, donc sur une autre méthodologie, reposant sur une méthodologie complètement différente, estime qu'il y aurait 49% de l'ensemble des déplacements qui seraient réalisables à vélo dans l'agglomération lilloise, qui fait quand même plus d'1 million d'habitants. Bon, c'est une étude toute récente qui vient de sortir là, du CT Nord-Picardie. Alors ça donne des cartes de ce genre où on voit que vous voyez, la part des actifs travaillant dans leur commune ou à moins de 5 km de celle-ci, il y a au moins 30% de gens qui sont dans cette situation dans une bonne partie du périurbain lillois. Enfin, dernière étude, exemple d'étude essayant d'explorer un peu le potentiel cyclable, une étude du cabinet Bress et Mariol, sur le carré Picard, c'est-à-dire une zone située entre Saint-Quentin, Soissons, Compiègne et Laon. On est vraiment dans du périurbain diffus, là, et ils constatent que 30% des actifs travaillent dans leur grain de résidence, 85% des emplois sont atteints par des navettes inférieures à 10 km, et la distance moyenne d'un grain à une gare n'est que de 5 km. Ça donne des cartes de ce genre où on voit qu'effectivement, il y a une part des actifs de chaque commune effectuant moins de 10 km pour se rendre au travail qui est tout à fait importante, en tout cas, qui n'est pas du tout négligeable. Ok, bref, il y a un vrai potentiel. Maintenant, comment exprimer ce potentiel, réaliser finalement les aménagements ou les solutions, trouver des solutions pour que ce potentiel s'exprime.
Alors je vais évoquer certaines choses, sûrement pas tout. D'abord, il faut se mettre d'accord sur le diagnostic. C'est un problème de cyclabilité du périurbain, d'abord, pourrait-on dire, au moins sur le plan des aménagements, et d'accessibilité à vélo au pôle attracteur. On l'a bien vu avec l'exposé précédent, qui est lumineux sur l'aspect en ce qui concerne les centres commerciaux. Et dans un second temps, je dirais, c'est un problème de distance aussi à parcourir, mais pas aussi grave qu'on pourrait le penser a priori. Et les solutions, elles sont de deux ordres. Enfin, ce serait d'abord de la modération de la circulation automobile, comme l'imagine Nantes, et aussi un réseau cyclable maillé et continu. Bon, rien que de très classique, mais sur la modération de la circulation, voilà, ça c'est une carte de Nantes, mais de la communauté urbaine seulement, avec voilà, leur plan de modération des vitesses dont Yann Le Gall nous a exposé les tenants et aboutissants auparavant. Voyons un peu ce qui se passe à l'étranger. Alors aux Pays-Bas, ça fait plus de 10 ans qu'ils mettent en place peu à peu des autoroutes pour vélos. Il y a eu un aménagement pionnier à Bréda, puis ensuite bien d'autres projets. Et on a une association nationale de cyclistes qui pousse fortement à la réalisation de ces aménagements et qui a un système qui s'appelle le FitzBalance et qui regarde si c'est roulant, quoi. Alors avec suppression des carrefours à feu, création de passages dénivelés, rectification du profil, amélioration du revêtement, nettoyage, éclairage, etc. Même traitement du verglas, tout y passe, ils observent tout pour améliorer au maximum cela. À Copenhague, il y a tout un système de super pistes cyclables et avec 26 itinéraires prévus, 300 km. Et voilà, c'est le même principe qu'aux Pays-Bas. Il y a déjà un aménagement en orange, vous voyez, en horizontal là, qui a été créé, qui fait quand même 22 km, inauguré en mai dernier. Et voilà, ça avance assez vite. Il faut dire qu'ils améliorent largement de l'existant. Il y a également un projet à Strasbourg qui consiste à reprendre le réseau tel qu'il est, à le compléter un peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à compléter, et surtout à l'élargir et à le rendre plus roulant, c'est-à-dire améliorer le revêtement, améliorer le passage de certains carrefours, etc. Donc ça a été lancé en 2011, et ça devrait aboutir d'ici une dizaine d'années. Et voilà, donc c'est clair, il copie directement, il s'inspire directement de Copenhague et des Pays-Bas. D'autres projets du même type ont lieu en France. Bordeaux y travaille par exemple aussi. Un coup de projecteur sur les vélos. Les vélos aussi peuvent être améliorés, et de façon non négligeable. Alors, un petit aperçu. Rien qu'avec un vélo léger, bon, certes, chaque fois c'est un peu plus cher, hein, mais vous améliorez la performance de façon non négligeable. Avec un VAE, vous doublez presque la performance d'un vélo classique. Avec un vélo couché, bon, je ne sais pas, il y a peut-être des tas de gens qui ne savent même pas ce que c'est, mais c'est normal, il y en a très très peu en France. Voilà une photo. Et puis le nec plus ultra, c'est le vélo mobile. C'est un monstre de vitesse, avec la même énergie, vous allez en gros 3 fois plus loin. Et en pédalant uniquement, hein, il n'y a pas de moteur. Alors, bien entendu, si vous combinez assistance électrique à ces vélos futuristes, vous avez des choses qui peuvent permettre d'aller bien plus loin que les 3 km envisagés par Nantes et Yann Le Gall. On est beaucoup mieux, on peut être à 10 km, 15 km sans problème. Le VAE a un potentiel énorme, je n'ai pas le temps de détailler, mais quand on essaie de comprendre les multiples usages qui devraient permettre, faciliter, il y a vraiment des progrès énormes. Ça pourrait apporter un progrès assez considérable. Il y a une étude de l'ECF, c'est-à-dire de la Fédération européenne des cyclistes, récente, faite par un bureau d'études, qui estime qu'en 2050, la moitié des vélos utilisés pour les déplacements en domicile-travail devraient être des VAE. C'est bien possible au regard des ventes qui s'envolent aux Pays-Bas et en Allemagne pour ce type de vélo. Je rappelle qu'il ne s'agit absolument pas de vélos électriques, ce sont des vélos
à assistance électrique. C'est-à-dire on n'a l'assistance que si on pédale. Alors, un petit mot sur les modes de vie, mode vélo et périurbain. J'ai l'impression, j'avais rajouté un point d'interrogation, par exemple. Il y a quelques modes. Vous m'avez demandé de jouer la montre, il vous reste 3 minutes. Ça y est, je serai parfaitement dans les temps. Vélo et périurbain, il y a vraiment des modes de vie qui semblent converger. D'abord des valeurs, alors il faudrait en discuter, mais sans doute communes d'individualisme. Il ne faut jamais oublier que le vélo, c'est un mode individuel plutôt que soutiennent plutôt des gens qui ont ce type de valeurs. Il y a une sensibilité commune à l'environnement, il y a aussi une recherche de qualité de vie, de santé, d'autonomie, il y a aussi des vertus de bricolage, d'autoréparation. Le vélo s'y prête parfaitement. Beaucoup de gens bricolent leur maison en périphérie, en grande périphérie. Bon. Et puis il y a aussi une vie à moindre coût. La grande périphérie est choisie pour des logements peu coûteux, avec un vélo plutôt qu'une deuxième voiture, par exemple, voire uniquement des vélos un peu performants comme on les a vus. On peut imaginer se déplacer à moindre coût, de façon intéressante. Évidemment, ça je saute, évidemment, ça n'est envisageable en fait qu'à un horizon assez lointain, vu la part modale extrêmement basse à laquelle nous sommes aujourd'hui. En tout cas, on peut conclure qu'il y a un retard français considérable dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas que ça puisse être possible. Beaucoup d'entre nous, j'avoue que moi-même, il y a moins d'un an, avant de travailler sur ce genre de sujet, je ne pensais pas, j'avais pas imaginé, pourtant je connais déjà pas mal le vélo, qu'on puisse faire du vélo à grande échelle en périphérie. Ça ne m'était pas vraiment venu à l'esprit. En travaillant le sujet, on découvre qu'il y a un vrai potentiel et que ce n'est pas du tout une lubie. Voilà. Les projets, même s'il y en a peu, se développent en France, c'est un fait. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les villes n'attendent pas les chercheurs pour agir. Hein. On est plutôt en retard. Et puis, il y a un avenir du vélo qui est à long terme, évidemment assuré. Bon, alors ça, quel terme, je n'en sais rien, mais il est clair que s'il y a une stagnation économique qui perdure, si la crise environnementale s'aggrave, si les générations se renouvellent, on devrait voir le vélo quand même de façon extrêmement différente. Voilà, merci. Merci beaucoup Frédéric Héran. Ce que je vais vous livrer, ce n'est pas du tout des résultats de recherche, comme a pu le faire Juliette et d'autres, mais c'est plutôt un certain nombre de réflexions illustrées, finalement, en reprenant un mot de Marc Dumont, sur la plasticité des espaces périurbains, justement pour susciter d'autres formes de mobilité. Et donc cette plasticité des formes périurbaines, je vous propose d'y réfléchir avec l'exemple des centres commerciaux. Voilà. Alors, les centres commerciaux, on connaît tous ce que c'est des grandes concentrations commerciales. Donc il y avait un modèle américain qui s'est développé beaucoup en France et qui marque donc fortement nos périphéries de grandes villes. Et vous voyez là cette photo. Et assez simplement, on le sait très bien, les centres commerciaux se sont localisés en périphérie des villes, principalement au croisement entre les radiales et les rocades autoroutières pour bénéficier d'une très bonne accessibilité. Donc c'est une forme très caractéristique de nos périphéries urbaines. Alors elle est caractéristique, mais c'est vrai que, puisqu'on compare avec d'autres pays européens, elle est très inégalement développée selon les pays. Une étude du CREDOC rappelait que pour les parts de marché des hypermarchés, c'est-à-dire de plus de 2500 mètres carrés, pour l'alimentaire, sont très différentes d'un pays à l'autre. En France, c'est 53%, au Royaume-Uni, 56%, à peu près pareil, mais c'est que 33% en Allemagne et que 4% par exemple aux Pays-Bas. Donc on a quand même des formes périurbaines qui sont quand même extrêmement différentes, du fait d'ailleurs de législations très, très diverses. Donc les supermarchés vont évidemment durablement exister, et hypermarchés grâce à l'automobile. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle peut être les mobilités alternatives et comment les changements de mobilité peuvent toucher cette forme périurbaine. Alors c'est une question qui est un petit peu reconsidérée.
par plusieurs éléments. Déjà, par les commerçants eux-mêmes qui se rendent compte, on le voit bien sur différentes études, que depuis quelques années, il y a une demande assez forte de proximité et on a un développement des plus petites surfaces commerciales. Cela dit, c'est surtout vrai dans les villes-centres et les banlieues immédiates. Dans le périurbain, on est encore sur une dynamique de concentration des surfaces commerciales. Mais il y a quand même ce changement intéressant à noter. Autre chose qui est intéressant, c'est que beaucoup d'études montrent que l'évolution de la desserte par les transports collectifs peut être extrêmement intéressante pour les commerces. Alors là, c'est un chiffre que m'a donné la société Auchan. Le Toulouse, un centre commercial à Gramont, la part des clients qui viennent en métro est passée entre 2004 et 2010 de 18 à 30%. Donc on voit bien l'intérêt. Et par ailleurs, ça fait 20% du chiffre d'affaires. Donc c'est des clients qui partent avec des caddies un peu moins remplis, évidemment, puisqu'ils les portent pour la plupart d'entre eux. Mais donc c'est quand même un élément substantiel qui amène un peu aussi à reconsidérer cette forme-là. Enfin, troisième élément qui fait qu'on y repense, hier il y a eu des exposés aussi cette question-là, il y a un développement du e-commerce ou du m-commerce avec le mobile, et ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir aussi une déconnexion potentielle entre des lieux où on va découvrir des produits, et puis on n'est pas obligé de les emmener directement, on peut se faire livrer plus tard, etc. Donc peut-être, on peut venir les mains dans les poches dans les centres commerciaux et repartir également les mains dans les poches, qui changerait aussi peut-être les pratiques modales. Donc les commerçants passent là-dessus. Les chercheurs aussi ont montré beaucoup de choses. J'en ai cité que quelques-uns, qui sont d'ailleurs presque tous dans mon labo, mais il y en a énormément d'autres qui travaillent là-dessus. Mais simplement pour mettre en avant ces dimensions de proximité dans les pratiques, les enquêtes ménage-déplacement montrent qu'en gros, c'est autour de 4 km autour du domicile que l'on fait ces courses, même dans les hypermarchés. Et aussi qu'il y a beaucoup de pratiques peu observées, des gens qui vont à pied, même dans des configurations où vraiment ça s'y prête très très mal. Il y a tout un tas de pratiques qui dépassent cette figure. Et donc on a envie ce que j'ai proposé, c'est dans un terrain de recherche collectif qu'on mène pour le PUCA, une réflexion sur quelle est l'insertion urbaine des centres commerciaux dans cette périphérie nord de Paris, donc Val d'Oise et sud de l'Oise. Quelle est l'insertion des centres commerciaux et quelle alternative possible ils peuvent offrir pour des pratiques à pied, à vélo, parce que je parlerai moins des transports en commun. Donc on a sélectionné ici 24 sites qui sont des grands centres commerciaux de plus de 3000 m² comprenant au moins 2 commerces. Alors, premier élément, c'est vraiment simple, mais c'est pour rappeler une évidence, c'est qu'en fait, ces centres commerciaux périphériques ont une certaine proximité. Et quand on regarde les rayons de proximité de ces grands centres, il y a quand même du monde dedans. Et en gros, un habitant sur 2 de cette vaste zone habite à moins de 3 km de ces très grandes surfaces commerciales. Donc les rayons de proximité ne sont pas du tout négligeables, notamment du point de vue des commerçants, quand on voit notamment le rayon de 1 km. Alors ça, c'est assez important parce qu'en fait, on le verra par ailleurs, c'est souvent ce rayon qui est le plus mal desservi, assez bizarrement, puisque c'est l'automobile qui avait d'abord été pensé. Donc on a une proximité importante. Donc après, on a essayé de construire une typologie, cette fois-ci, en se disant que finalement, le périurbain, la question, c'est peut-être moins est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais plutôt comment on pourrait aménager différemment et mieux. En fait, quand on regarde la typologie, finalement, c'est qu'on se rend compte, on en a parlé, de la diversité des périurbains, mais le centre commercial aussi est une forme très, très diverse, malgré tout, quand on le regarde du point de vue de son insertion urbaine. On a tout en haut, vous voyez la carte de l'île Adam, c'est le centre commercial déconnecté de tout, quoi. C'est un isolat uniquement relié par la route. Il y a 6 cas comme ça. On a des cas de sites qui sont en continuité des tissus urbains, mais qui sont déconnectés pour des raisons viaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des coupures viaires, en gros des autoroutes, en fait, des routes importantes, qui rendent en fait impossible l'accès piéton, la plupart du temps, à des centres commerciaux, ou très difficile l'accès. Et donc, on a 4 sites dans ces cas-là. On a d'autres sites, 3 sites, par exemple celui des Anvilles, vous avez la photo sur la droite. C'est des sites qui sont implantés dans la ville avec une porosité relative, c'est-à-dire qu'en fait, c'est facile d'y accéder à pied ou à vélo, mais c'est une facilité a posteriori, c'est-à-dire que ça n'a pas été pensé comme ça, mais la ville a évolué et l'a permis par la suite. Enfin, nous avons 8 cas très intéressants, c'est des potentiels d'intégration ignorés, et ça c'est relativement important. En fait, c'est tous des sites qui sont très accessibles par les réseaux viaires, etc., mais ignorés par les aménagements du type il manque un passage piéton, etc. Et en fait, c'est la plupart des cas, il y a 8 sites. Enfin, on a 2 sites bien insérés, et c'est un des plus anciens d'ailleurs des centres commerciaux de notre zone, c'est par exemple celui de Sarcelles, qui est bien inséré, parce qu'en fait, c'est la structure, on faisait de la mixité, etc., de la mixité fonctionnelle, c'était le modèle des grands ensembles. Donc de ce côté-là, ça marche. Voilà. Alors, analyse un petit peu de cette typologie périurbaine. Finalement, ce qu'on voit bien, c'est qu'on dit souvent c'est la pression foncière qui fait qu'on s'écarte de la ville. En fait, non. Puisqu'en fait, c'est dans les zones où le foncier est le moins cher qu'on est souvent le plus mal inséré. C'est notamment tous les sites de l'Oise qui sont dans ce cas-là.
est-ce qu'on observe une évolution vers des sites mieux insérés aujourd'hui qu'hier? En gros, plus de durabilité, vu que c'est le terme des politiques publiques. En fait, on ne peut faire aucun lien entre la typologie d'accessibilité piétonnière vélo et la génération de ces centres commerciaux. Parce qu'en plus, donc, on a des modèles intéressants, il y a un qui date des années 60, l'autre des années 80. Ça ne peut pas se lire de cette manière-là. Enfin, sur la typologie, ce qu'on voit aussi d'intéressant, c'est qu'il y a des potentiels de proximité qui sont souvent très importants, et ça fait longtemps que la littérature scientifique le dit, là c'est un Américain dans les années 80, c'est qu'en fait, il y a donc un potentiel de proximité très important qui nécessite souvent des investissements extrêmement légers du point de vue de l'investissement public pour rendre possible une accessibilité de qualité pour des piétons ou des vélos. Alors pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, ce matin, on disait oui, en fait c'est simple, mais il y a des blocages, en fait, il y en a plusieurs. Donc il y en a un qui relève évidemment de la fonctionnalité des commerces, c'est souvent le problème de la logistique. Il y a des façades pour les livraisons, etc. C'est très compliqué à insérer, et donc souvent on a une ou deux façades qui sont vraiment très délicates à mettre en position proche de la ville. Autre élément, c'est les questions de sécurité. Vous voyez la photo de Taverny en bas à gauche. C'est un problème de sécurité des commerces et des résidents autour qui en fait demandent la fermeture. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a des gens qui fréquentent le centre commercial qu'on n'a pas envie de voir dans les zones pavillonnaires à côté et vice-versa. Donc il y a une représentation peut-être de ces problèmes de sécurité, mais en tout cas c'est un élément extrêmement important pour la fonctionnalité commerciale. Et puis il y a une représentation dominante, ça me semble important. Je ne savais pas qu'on aurait un Danois parmi nous, mais donc j'ai mis une photo de Copenhague pour bien montrer qu'effectivement, là-bas, sur un centre commercial, on peut avoir du vélo. Donc cette représentation dominante, en fait, on la voit bien sur la photo tout à droite des Anvilles, où vous avez le passage piétonnier, vous voyez, qui fait un circuit tout à fait étonnant, parce qu'il a été construit a posteriori, parce qu'a priori, on n'avait pas pensé que c'était possible de traverser une rue pour se rendre dans un centre commercial, qui montre bien ce problème de représentation. Alors, à partir de cette présentation, maintenant, plutôt en termes de prospective, et qu'est-ce qu'on peut faire? Je me suis risqué à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces grandes surfaces commerciales, en faisant l'hypothèse qu'elles se maintiennent? Parce qu'on pourrait supposer qu'elles disparaissent, mais j'ai fait l'hypothèse qu'elles se maintenaient. Alors, en fait, dans les scénarios d'urbanistes, etc., il y a le courant New Urbanism aux États-Unis, tout à fait intéressant sur la reconversion des zones suburbaines. Ils produisent des manuels comme celui-là, le Sprawl Repair Manual. Il y a vraiment toute une littérature intéressante. Et avec ces petites cartes qui montrent bien la façon dont c'est pensé et qui me semble en fait assez naïve. C'est qu'en gros, vous voyez en haut à gauche les centres commerciaux, des grandes surfaces de parking, et assez simplement, à la place des parkings, on met des îlots qui ressemblent un petit peu à des îlots haussmanniens, c'est-à-dire avec des immeubles de 4-5 étages, 10 bureaux en bas, des espaces verts, etc. Donc une transformation par la diversité fonctionnelle, qui est intéressante, mais qui laisse tout en suspens comment fonctionne cette ville une fois qu'on fait ça. C'est-à-dire, là, il y a un problème, c'est que c'est assez joli du point de vue esthétique, enfin, on peut apprécier, mais en tout cas, ça pose la réflexion sur la fonctionnalité de la ville, et elle me paraît un petit peu absente de ces réflexions. Alors, en fait, à partir de ça, de ces postulats, en fait, on voit qu'il y a un peu 3 pistes de réflexion que je vous soumets. C'est qu'en fait, à partir de ces grands centres commerciaux périurbains, la première chose à laquelle on peut penser, c'est que finalement, ils se placent sur des nœuds d'accessibilité principalement automobiles. Et finalement, c'est l'utilisation de ce nœud pour en faire un hub. Et on pourrait imaginer qu'on en fasse des lieux d'intermodalité. C'est-à-dire qu'en gros, le passage depuis la voiture vers le transport collectif pourrait se faire préférentiellement à cet endroit-là, puisqu'il y a déjà un nœud important. Et par ailleurs, c'est un lieu d'attraction important pour des gens. Alors ça, c'est une idée qu'avaient d'ailleurs développé deux étudiants qui sont ici, Étienne Abérin et Clément Jacquemer, qu'ils avaient développé pour le GART. Donc ça peut être une option, mais finalement, on ne remet pas en cause le fonctionnement centre-périphérie. Est-ce que j'ai mis les petits triangles bleus en haut, ce serait plutôt des habitations, et l'étoile verte plutôt du logement, du travail. Mais on ne remet pas en cause, on va dire, la grande trame de fonctionnement, de séparation des fonctions dans ces espaces périurbains. Une deuxième possibilité, finalement, dans ces pistes de transformation, c'est celui de l'insertion par la densité du réseau viaire. On voyait bien qu'il y avait énormément de possibilités, finalement, par des investissements relativement modestes, mais parfois difficiles, parce qu'ils remettent en cause certaines fonctions routières de certains grands axes, de créer de la porosité, finalement, entre ces différentes parties de la ville sectorisée. Ce serait plutôt la réponse par le maillage, par l'atténuation des grands effets de coupure qui sont principalement liés aux grandes routes. Le troisième type de proposition, c'est un petit peu ce que proposaient les Américains sur la carte, sur l'image précédente, c'est finalement la centralité, c'est-à-dire on copie la centralité historique et l'on met là où on a une polarité commerciale, on y rajoute des habitants, de tout. En fait, on fait
sur ces pôles périurbains, on recrée en fait la centralité historique en y mettant un petit peu la même chose, c'est-à-dire la densité, la diversité dans la proximité. C'est un petit peu la troisième étape. Alors quand on voit ces modèles de transformation périurbaine, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait viser? En fait, je pense que là, le lieu parle. Parce qu'il y a certains lieux qui pourraient se prêter à de la constitution de centralité, parce qu'il y a quelques centres commerciaux qui sont près de gares, etc., où on pourrait imaginer justement de créer de véritables centralités. Mais c'est assez rare, en fait, dans les cas qu'on a vus précédemment. Et par ailleurs, en fait, sur cet idéal de centralité, finalement, il me semble un petit peu suranné, et moi, je serais plutôt partisan de la voie 2, en fait, la densité de réseau viaire, plutôt pour garder la sectorisation du périurbain, espace peu dense, etc., qui permet un bon fonctionnement de l'ensemble des fonctions périurbaines, et qui me paraît aussi mieux correspondre à ce qui est la centralité vécue des périurbains, où en fait, dans un texte un petit peu ancien que j'ai découvert il y a peu de temps, de Jean Rémy, il développe cette idée de centration pour dire que finalement, dans le périurbain, il y a aussi des lieux de ressources symboliques, comme dans la ville historique, mais que ces lieux ne sont pas au centre, forcément, qui peuvent être multiples, démultipliés, et que finalement, cette démultiplication de lieux d'ancrage dans la proximité fait la caractéristique du périurbain, et que peut-être on peut imaginer finalement de construire des possibilités de mobilité alternative à l'automobile et de la qualité qui prennent en compte cette particularité-là et qui ne vient pas forcément, comme dans l'exemple de la centralité, forcément recomposer finalement un maillage commercial qui singerait celui qui existe dans les centres-villes historiques. Merci beaucoup. Mais donc à vous entendre, c'est la raison pour laquelle vous préférez parler de franges, ou une des raisons pour lesquelles Marc Dumont préférait parler de périphérie. Pourquoi vous n'allez pas carrément jusqu'à parler de polycentrisme? Je sais bien qu'en général, la notion de polycentrisme est plutôt utilisée pour, on va dire, des grands centres. Mais si je vous entends bien, il y a une vraie centralité du périurbain. Vous êtes le seul à dire ça ou vous êtes nombreux? On ne l'a pas beaucoup entendu, me semble-t-il, hier, sauf erreur de ma part. Il me semble que oui, il y a de grandes polarités d'emploi, je crois qu'hier vous en avez parlé, et puis aussi de commerce. Mais effectivement, je pense que ce qui est différent dans le périurbain, c'est pas c'est que les centralités prennent des formes différentes. C'est-à-dire que c'est pas... je pense que c'est ça la particularité, mais des lieux... C'est-à-dire dans la centralité, il y a deux éléments. Il y a ce qui relève de l'agrégation de flux, et ça, on a des lieux où les flux s'agrègent, des usines, des centres commerciaux, d'autres parfois temporaires, des lieux de rassemblement festif et autres. Donc il y a ces polarisations de flux, de personnes, de marchandises. Et puis dans la centralité, il y a cette dimension aussi symbolique, ce lieu qui donne sens. Le centre d'une ville, c'est ce qui est son image. Mais ce qui est particulier dans le périurbain, c'est que cette dimension symbolique de la centralité n'est pas forcément au même endroit que ces lieux d'agrégation de flux. Et dans l'exemple du New Urbanism, on veut remettre l'un sur l'autre, comme un peu dans les images quand on est enfant chez l'ophtalmo, il faut remettre l'oiseau dans la cage. Mais ça me semble un peu méconnaître cette spécificité, on pourrait dire, d'une sorte de centralité symbolique diffuse aussi dans le périurbain, qui est, à mon avis, une des particularités et qui fait qu'il faut peut-être penser aussi... qu'il faut penser différemment, ce qu'on fait d'ailleurs, mais ce qui implique des aménagements un petit peu différents. Ceci étant, on n'a pas vraiment eu le sentiment, avec vos 3 pistes ou vos 3 scénarios, que l'utilisation de la voiture peut véritablement diminuer à terme pour se rendre à l'hypermarché. Non, je pense que Jean-Pierre Orfeuille dira mieux que moi, que je pense que la voiture va rester durablement le mode de transport dominant, notamment pour faire ses courses en zone périurbaine, enfin encore pendant, je ne sais pas, mais peut-être encore 2 décennies, je pense, on peut pronostiquer ça. Mais qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on pense les modes alternatifs, c'est ça qui me semble intéressant, c'est que penser les modes alternatifs et la possibilité de se rendre par d'autres modes, ça permet de penser autrement les agencements et donc les formes et la qualité de vie. C'est ça qui est assez déterminant. C'est-à-dire que c'est ça qui me semble intéressant dans la réflexion sur les modes alternatifs à l'automobile pour des espaces périurbains. C'est moins viser un changement très rapide des parts modales. Ça me semble délicat, même si c'est possible que ça change. D'ailleurs, il y a quelques éléments qui montrent que ça change. Mais c'est réfléchir à ces modèles-là, à ces modes de transport, ça amène à reconsidérer des aménagements différents, de la qualité, etc., sur lesquels tout le monde, à mon avis, aussi peut être gagnant. C'est ça qui me semble intéressant dans la réflexion. Merci beaucoup.
Le premier point que je voulais... Alors, peut-être rappeler le titre, quand même. Bien entendu, quel avenir pour l'automobile dans le périurbain? Bon, alors, vous imaginez bien que j'ai changé ce titre, hein, puisque je savais qu'on aurait 2 jours sur l'enterrement de l'automobile, et que donc, a priori, il fallait bien changer ça. Donc, j'ai plutôt cherché quel avenir pour les mobilités dans les espaces périurbains. Dans le style changement de lunettes, juste quelques mots qui sont d'ailleurs en phase, hein, avec ce qu'on a dit hier. Il y a, d'une part, nous ne faisons pas face à une vague de dédensification du territoire français. Et les surfaces et les populations de ce qu'on appelle les agglomérations urbaines augmentent. Et le phénomène périurbain, c'est essentiellement un phénomène géographiquement qui peut se lire comme un rapprochement des campagnes des villes. Bon. Et donc, le premier changement de lunettes, c'est que quand on part des campagnes et non pas des villes, on ne parle pas d'étalement. Le deuxième point, c'est dans le périurbain, au sens des définitions INSEE. Moi, je ne me battrai pas sur les termes, hein, mais au sens des définitions INSEE, dans le périurbain, vous avez 41% de population urbaine. Urbaine parce qu'elle vit dans des agglomérations périurbaines qui sont dans le périurbain. On a parlé hier de Brie-Comte-Robert et de Coulommiers, mais on pourrait citer beaucoup d'autres villes. Mais évidemment, celles-là, on les retient parce qu'elles ont des noms de fromage, mais bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Le deuxième élément, c'était l'évolution de la richesse relative ou du niveau de vie relatif entre le périurbain et les villes. Au début des années 80, on part d'un périurbain qui est en moyenne beaucoup moins riche que les parties urbanisées, hein, villes et banlieues. Aujourd'hui, on est sur un périurbain en moyenne, hein, toujours, qui a un niveau de vie par unité de consommation légèrement plus élevé que celui des villes, et surtout avec des parts de population dans les premiers déciles, c'est-à-dire les très pauvres, beaucoup plus faibles que dans les villes. C'est dû pour beaucoup à ce qu'on a évoqué hier, hein, c'est qu'il y a des femmes formidables qui travaillent, qui entretiennent des maisons périurbaines, qui entretiennent des gosses, etc. etc. Bon. Alors maintenant, vivons-nous dans un périurbain qui est dépendant de la voiture et durablement dépendant? Alors dépendant, oui, très clairement, c'est la grande différence quand même entre les espaces dits qui sont peu denses, hein, qu'ils soient périurbains, multipolarisés ou ruraux au sens des définitions de l'INSEE. En gros, dans ces espaces-là, on tourne autour de 20 000 km de voitures par ménage et par an, alors que dans les villes, on tourne autour de 12 000, 13 000 km par ménage et par an. Étant entendu qu'une partie est liée à l'espace, à la forme spatiale, et une partie est tout simplement liée que quand vous avez des ménages à 2 actifs, plus représentés, il y a évidemment un petit peu plus de voitures. Quand on liste tous les types d'espaces possibles, des moins denses aux plus denses, ce qu'on peut mettre en évidence, eh bien, c'est qu'il y a une compensation entre des surdépenses en termes d'automobiles et, je dirais, des sous-dépenses en termes de logement. Quand vous faites le total logement plus transport, grosso modo, vous êtes sur du plat. Maintenant, quand j'essaye de regarder, puisque un des gros problèmes qu'on a vis-à-vis du périurbain aujourd'hui, c'est celui de la vulnérabilité énergétique. Alors, on regarde ce qui se passe. Je dirais, entre le ménage périurbain moyen et le ménage urbain moyen, vos 8 à 10 000 km de différence en voiture, ça représente 3 000 € à peu près de différence de budget automobile global, y compris les dépenses de possession, de réparation, d'assurance, de carburant. Un peu moins de 1 000 € en matière de carburant.
et 500 € si je prends le carburant hors taxe, c'est-à-dire, non, je ne propose pas qu'on enlève les taxes, hein, ce n'est pas la question, mais c'est la partie qui est sensible au prix du baril. Hein. Bon, si vous voulez, c'est à chacun après d'apprécier, de voir si 2 000 ou 3 000 € de différence sur ce poste-là sont compensés ou pas par de moindres coûts en matière de logement, d'approvisionnement alimentaire, de fiscalité locale, etc., etc. Dans un nombre important de cas, eh bien, je pense que tout simplement, c'est plutôt bénéficiaire et il y a probablement quelques cas où ça ne l'est pas. Et donc, je dirais, tel qu'il est aujourd'hui, le système est plutôt orienté vers la durabilité de ce mode de développement en termes purement économiques. Mais Yves Crozet l'a rappelé ce matin en termes... l'a rappelé en termes de prix du carburant à la minute ou à l'heure de travail au SMIC. Je vais le faire de façon beaucoup plus simple en monnaie constante. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans ? Bien, effectivement, le prix du carburant tel qu'il est vendu aux ménages a notablement augmenté. On est sur du plus 50 ou plus 60%. En revanche, le poids du carburant dans le budget des ménages, lui, est stable, quelque part entre 3,7 et 3,8%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une part, on a quand même des voitures qui consomment moins. Bon, j'ai entendu hier une controverse qui, à mon avis, n'était pas tout à fait exacte. Mais ça veut dire surtout que eh bien, nous avons des moyens de maîtriser ces choses-là. On a un produit qui est en augmentation et on a une part budgétaire qui est rigoureusement constante. On dit que les élasticités au prix, elles sont loin d'être négligeables, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps. Alors maintenant, j'en viens, ces quelques éléments factuels étant rappelés, j'en viens à ce qui me semble être le diagnostic qui résulte de ces faits et d'autre part à 2 ou 3 scénarios possibles d'évolution. Bon, premier élément de diagnostic, on l'a largement dit, donc je ne fais que le répéter, il n'y a pas un périurbain, il y a des périurbains. Et il y a des situations périurbaines. Ce n'est évidemment pas la majorité, mais dès lors que vous avez des catégories modestes fortement éloignées de leur boulot, qui, je le répète, ne sont pas majoritaires, mais quand elles sont là, ils s'en foutent d'être majoritaires ou minoritaires, ils ont des problèmes. Hein ? Donc, je dirais, le périurbain ne pose pas un problème d'ensemble, mais il pose des problèmes à des individus singuliers qui ont des choses singulières. Alors, deuxième idée, c'est la question de la vulnérabilité. Alors, la question de la vulnérabilité, on en parle à propos d'une dépense qui représente, pour les plus pauvres, 5% du budget. Je rappelle simplement que, pour moi, la très grande vulnérabilité des gens en périurbain, ça ne va pas être, enfin, pour dire les choses simplement, une augmentation de 25% du prix du carburant, est compensé par une augmentation de 1% des revenus. Or, chez nos périurbains, qu'est-ce qui est le plus risqué finalement ? C'est le chômage et c'est le divorce, beaucoup plus que la hausse du prix du carburant. Et quand vous avez des chômages et des divorces qui vous amènent à des baisses de revenus de 10, 20 ou 30%, ça équivaut à des multiplications par 4, 5, 6 du prix des carburants qu'il n'est même pas possible d'envisager. Alors, pourquoi je dis ça aussi ? Je vais faire là un lien avec le rapport de quelqu'un qui est bien connu dans cette maison, qui est Louis Gallois. On ne l'a pas dit suffisamment, mais où se passe la production matérielle aujourd'hui ? La production matérielle qu'on appelle l'industrie, elle se passe pour l'essentiel dans des espaces peu denses. Et qu'est-ce qui est clé ?
qu'est-ce qui est clé pour ces espaces? Eh bien, c'est que cette production matérielle, si possible, elle continue. Et donc, là, je crois que sur l'avenir des espaces périurbains, on est tous focalisés sur la question de l'énergie. On ferait peut-être bien de se focaliser sur la question de l'industrie. Enfin, dernier point de sensibilisation là-dessus. Bon, très clairement, un passage au chômage ou autre, c'est un problème pour certains ménages, mais c'est un problème certain pour la collectivité. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un périurbain, que vous avez accès à un petit nombre d'emplois seulement, que vous en retrouvez un à 25 km et qu'à 25 km au SMIC, vous n'y allez pas, c'est quand même la collectivité qui vous paye votre chômage. Et donc, quelque part, je dirais que c'est au moins autant un problème économique qu'un problème social, et il ne faut pas l'aborder, de mon point de vue, avec les, je dirais, les outils des bons sentiments. Il faut aussi l'aborder avec la perspective du développement économique. Alors, de tout ça, qu'est-ce que je tire on m'avait demandé, moi, l'avenir. Alors, on a déjà dit tellement de bêtises sur le passé que vous imaginez bien que je vais être prudent sur l'avenir. Sur l'avenir, bon, je vous propose 3 scénarios. Hein. Le premier, qui s'appelle business as usual, c'est de dire, au fond, on est sur une forme qui va être appelée à durer, avec éventuellement des choses qui vont peut-être un petit peu plus se développer demain qu'aujourd'hui. Bon, j'ai été très frappé, par exemple, par la convergence avec ce que disait ce matin notre collègue de Carbone 4, mais c'est clair que si on fabrique de la transition énergétique, que si on fabrique cette transition énergétique en isolant, enfin en faisant plein de choses sur le logement ancien, on va quand même pas mettre les plombiers en centre-ville pour aller faire le boulot en périurbain. Donc on aura du job en périurbain qui va se développer. En périurbain, on a par définition des toitures, et c'est quand même moins compliqué, si je peux me permettre, d'aller mettre des capteurs solaires sur la maison périurbaine que sur Notre-Dame, ce qui était quand même envisagé par Denis Baupin. Donc, bon, ça, c'est le premier point. Un deuxième point, il y a de toute façon des mouvements spontanés d'activités qui vont vers le périurbain. Le périurbain, il y a des écoles, il y a des instituteurs, il y a des commerces, etc. Et bon, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, celui-là, il est vraiment, je dirais, pour susciter la controverse entre nous. C'est l'idée, je regarde comment ça se passe dans les transports publics. Dans les transports publics, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un secteur du transport public urbain, départemental, régional, qui est très largement subventionné. Et puis un secteur du transport public à longue distance qui vit sa vie, on peut toujours après discuter, mais officiellement, il n'est pas subventionné. Donc voilà une partition qui correspond à l'idée qu'au fond, la puissance publique, elle se dit, il y a ce qui relève des gens, et puis ce qui relève de ce que je dois aider, c'est de faciliter la mobilité dans les espaces du quotidien. J'essaye de transposer ça avec cette idée qu'il y a quand même plein de gens aujourd'hui pour qui la mobilité quotidienne, elle peut se faire qu'en voiture, et c'est notamment le cas de ces espaces-là. Donc je dis, en gros, qu'est-ce qu'on va proposer ? On va proposer, par exemple, 300 litres de carburant distribués à prix coûtant, donc hors taxe, distribués à ceux qui sont assurés, par exemple par les assurances. Puis pour le reste, eh bien, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'est évidemment pas question que cette réduction fiscale soit assumée par l'État, mais elle va être payée par les litres supplémentaires. C'est-à-dire, j'ai une espèce de service public étendu de mobilité qui dit, en gros, la base des gens, il faut bien qu'elle fasse à peu près 3000, 4000, 5000 km en voiture par an. Quand je regarde ce que ça donne, mon histoire, en gros, j'aurais du carburant à 0,7 € par litre
pour les premiers kilomètres, les kilomètres indispensables, ceux pour aller au boulot, au supermarché et autres. Et puis un carburant à 2 € le litre pour la longue distance. Et là, avec ça, quelque part, je remplis des TGV, du covoiturage, j'incite évidemment à des voitures plus propres. Ça, c'est un modèle d'intervention dont je me permets de dire, grosso modo, il correspond à l'évolution qu'on a connue il y a 30 ans sur le financement du logement social. Je passe de l'aide aux opérateurs à l'aide aux gens. Alors, on a pu le faire dans le logement social, parce que le logement social, c'était piloté par des maires, il y en avait même des communistes. Alors que dans le transport, c'est piloté par des polytechniciens et des énarques, et donc c'est beaucoup plus difficile à changer. Voilà. Le dernier point, évidemment, le troisième scénario, c'est celui de collectivités, et notamment de communautés de communes ou autres qui animent des politiques différentes de mobilité, et en particulier se reposant sur je dirais, tout ce qui relève du deux roues, qui soit vélo, assistance électrique, etc., qui soit de l'aide au covoiturage. Tout ça, c'est des choses dont on a parlé. Je crois qu'il faut au moins dire un mot quand même sur... tout le monde n'est pas maillé par des réseaux ferroviaires, et rappeler que les autocars, ça existe dans beaucoup de pays, que ces autocars, nous avons voulu, je dirais, les tenir à l'écart longtemps pour des raisons de concurrence. Ils ont cet avantage de pouvoir aller quand même assez fin dans les territoires, d'une part, et d'autre part, de ne pas rencontrer nécessairement les mêmes problèmes de coût que d'autres modes. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Pierre Orfeuille. Pour ma part, j'ai juste une petite question. Votre scénario 2, qui est en fait une vraie proposition politique, vous avez cherché à la vendre à tel ou tel parti politique ou tel candidat à l'élection présidentielle ? Non, je suis lent, donc j'ai pensé qu'après les présidentielles. Mais il y a encore temps, il y a bientôt des municipales, des régionales, des législatives. Je l'ai publié dans un excellent journal de notre domaine. Mais est-ce que les ministres lisent l'excellent journal de l'excellent domaine ? Vous savez, je vais vous rappeler quand même mon expérience principale. C'est que j'ai proposé le bonus-malus automobile en 1990 dans Futurible. Futurible, c'est une revue dont le siège doit être à 100 mètres à peu près des bureaux du Premier ministre. C'est arrivé en 2007. Il ne peut pas s'occuper de l'intendant, ce Premier ministre. Il faut le proposer à quelqu'un dont on a parlé hier. Donc comment s'appelle-t-elle déjà ? Cécile... Madame Duflot ? Ah voilà, c'est ça. Mais vous savez que c'est pas elle, la ministre de l'écologie. Je sais bien, mais elle a un grand poids dans le gouvernement. Elle devrait être sensible à cette proposition, non ? Non, mais sérieusement, ça vaudrait le coup qu'elle soit popularisée, votre proposition, qu'elle soit débattue. Qu'elle soit débattue, moi j'en serais évidemment ravi. Cela dit, je crois qu'il faut pas... on ne peut pas être naïf. Les politiques vivent avec ce qu'on leur a dit il y a 20 ans. Donc il faudra attendre. Alors, il nous reste 25 bonnes minutes, si je ne me trompe pas, pour que vous puissiez les uns et les autres débattre de ces différentes propositions et de ces différents scénarios. Voilà. Alors, je ne sais pas si il y a déjà parmi vous, y en a-t-il qui veulent intervenir ou poser des questions, réagir, faire des propositions alternatives. Là, c'est le moment d'ouvrir la boîte à idées. Derrière moi, donc c'est bien. Maintenant, c'est comme si j'avais des yeux derrière la tête. À ma gauche, c'est-à-dire par là. Ah, je suis désolé, vous savez, j'ai l'air comme ça de tout décider, mais en fait, je ne décide de rien. C'est Michel qui décide de tout, il me parle dans l'oreillette. Voilà. Claude Soulas, vous n'êtes pas intervenu deux fois déjà ? C'était hier, ça. Mais juste une fois. Mais des questions assez courtes. Alors, donc je compte sur vous pour faire comme hier, très court.
Bon, je vais essayer de faire très court. Oui, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de croiser les exposés qu'on a entendus à l'instant, et en particulier l'exposé de Juliette Mola et celui de Frédéric Héran. Puisqu'on a beaucoup parlé de coûts, effectivement, Juliette Mola disait qu'on en arrive au paradoxe, que les gens du ferroviaire vont dire « oui, mais pourquoi ?» urbaniser autour des gares alors que ça coûte très cher. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que quand on a travaillé dans des projets d'urbanisme orienté Valorheim comme Banneville, on a beaucoup parlé sur les questions d'intermodalité vers les gares. Donc pour moi, le paradoxe, ce serait de se dire que actuellement le TER est saturé parce qu'on l'a sous-dimensionné. Donc on a par contre une politique d'intermodalité favorisant les parcs relais pour aller chercher des gens très loin. Donc le problème du coût, à mon avis, c'est pas de rajouter peut-être des gens qui habitent à côté. Le problème du coût, c'est d'avoir le système ferroviaire n'est pas si cher qu'on le dit, mais on pourrait peut-être trouver des solutions moins chères avec des tramways périurbains, comme ça est fait dans certains endroits. Mais ce qui est peut-être cher, c'est d'avoir le coût du ferroviaire, qui est ce qu'il est, mais pas si élevé, et de rajouter le coût des parcs relais pour aller chercher des gens très loin. Donc le paradoxe, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour le ferroviaire, surtout transporter des gens qui habitent dans un certain rayon. Alors évidemment, le maillage du ferroviaire ne dessert pas tout, mais c'est là que je croise avec Frédéric Héran. Avec des vélos normaux ou électriques, si on a un rayon de 5, 6, 7, 8 km, voire 10 pour certains autour des gares, là, on pourrait peut-être avoir un moyen de transport qu'on pourrait rendre plus économique. Par exemple, si on a parfois des transports, comme on a fait, certaines villes l'ont fait en Suisse, des transports tramway périurbains moins chers que le TER, donc d'avoir un moyen relativement économique, quoi qu'on dise, mais en rabattant avec vélo normal ou assistance électrique, et en faisant de l'urbanisme autour des stations, plutôt que de continuer des politiques parfois de parcs relais qui, à partir d'un certain seuil, sont quand même assez coûteuses pour essayer d'aller chez des gens qui vont faire, par exemple, un certain nombre de kilomètres en voiture avant de prendre le train. Donc le train est écologique à condition qu'on fasse quand même pas un certain nombre de kilomètres en voiture pour le prendre. Merci pour cette intervention très brève. Alors une seconde question, Ludovic Bu, vous étiez déjà intervenu hier aussi. Alors manifestement, il n'y a que des récidivistes cet après-midi. Ah, c'est toujours les mêmes, c'est des grandes gueules. Non, moi j'ai une question sur les hypermarchés. Est-ce que vous avez regardé la fréquentation et le modèle économique des hypermarchés en Chine? Parce que, alors dans ce cas, c'est une piste. Vous avez la réponse en fait. Je voulais savoir, parce que moi j'en ai deux, c'est-à-dire le Carrefour et le Auchan de Shanghai, donc ça ne fait pas une valeur universitaire, ça fait deux exemples. 95, ça nous changera du Danemark. Ça nous change du Danemark. 95% des clients viennent à pied ou en vélo. Et ils viennent tous les jours. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'immense surface, parce que c'est les mêmes surfaces en termes de quantité, enfin en termes de taille, en termes de produits, etc. Mais par contre, les gens, d'ailleurs c'est assez marrant, à Shanghai, le Auchan, qui s'appelle Auchan, il a un immense parking devant, mais c'est un parking à vélo. Et donc peut-être qu'il y a une piste, tout de même, dans ce que tu présentais tout à l'heure, il y avait le fait d'avoir des habitations près de ces immenses surfaces. Et bon, après, voilà, est-ce que c'est les deux hypermarchés que j'ai vus à Shanghai ou est-ce que c'est vrai pour le reste de la Chine? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut en conclure des généralités pour dire qu'ici, peut-être aussi, ça serait viable sans avoir à tout casser et à faire autre chose à la place? Est-ce que votre journal en ligne peut financer une étude, une recherche pour Xavier Desjardins à Shanghai ou pas? Parce que c'est bien de faire des propositions de recherche, mais il faut qu'elles soient financées quand même, non? Je pense que son labo a plus de moyens que mon journal en ligne. Ah, bon, alors écoutez, il faut que vous convainquiez son directeur de labo. Cécile Fer, vous vouliez intervenir? Si, ça marche, il suffit de parler. Ok, très bien, merci. En fait, je voudrais je suis Cécile Ferré, pardon. Je suis chargée d'études mobilité à l'Agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise. Et j'ai travaillé par rapport sur la question des aides à la mobilité dans le cadre d'un travail de doctorat. Et je voudrais aller dans le sens de la notion de service public étendu de mobilité qui a été développée par Jean-Pierre Orfeuille pour insister sur cette notion-là, pour dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs de solidarité qui sont mis en place à travers des aides à la mobilité, mais que ces aides à la mobilité ne relèvent pas de ce qu'on pourrait appeler un service public. Ce serait plutôt une composante qui serait assistentielle aujourd'hui des politiques de mobilité et qui ont beaucoup de mal à atteindre les personnes qui sont les plus précaires. Donc j'ai une posture un peu plutôt militante pour dire à quand effectivement ce service public. Pour la mobilité sociale, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Alors, en fait, 3 pistes de recherche où vous êtes interpellés. Qu'est-ce que vous en pensez, les uns et les autres? Il y a du boulot pour 20 ans, ajoute Ludovic Bu. Oui, 3 réactions. Alors, sur les parcs relais, il n'y a pas en France de débat sur les parcs relais. Tout le monde croit que c'est forcément un bien.
Quand on va à l'étranger, on est très, très surpris. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique, il y a un vrai débat autour des parcs relais. Certains estiment que c'est horriblement coûteux, qu'on ferait mieux de faire de l'urbanisation à la place des parkings de surface, que si on fait les parcs en étage, ça coûte très cher et que c'est donc le même problème. Enfin bref, qu'on rapporte plus de voyageurs à une ligne en construisant des lotissements et des commerces autour de la station de transport public, plutôt qu'en faisant du rabattement en voiture, etc. En France, on en est carrément à non seulement engloutir des sommes importantes dans les parcs relais, mais à faire en sorte que ceux qui viennent en voiture payent moins cher que ceux qui viennent à vélo ou à pied. Je vous assure que c'est vrai, que même dans une ville comme Strasbourg, si vous habitez à 100 mètres d'une station de tram, il faut y aller en voiture, en famille, ça vous coûtera moins cher que si vous y allez à pied. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il y a des promotions qui encouragent l'usage de la voiture aujourd'hui. Deuxième réflexion, sur les commerces. Monsieur Bu, sur les commerces. D'accord. Alors, c'est les journalistes web, vous savez, ils sont en flux continu, ça vient de tous les côtés, ils ne s'arrêtent jamais. Sur les commerces, ce qu'il faut observer, ce n'est pas la dépense par visite, mais la dépense par période, par client par période. Et quand on raisonne comme ça, alors tout change. On s'aperçoit que les cyclistes et les piétons sont des clients plus fidèles que les automobilistes et dépensent plus par période que les automobilistes. Et ça c'est un résultat qui a été trouvé au moins une dizaine de fois dans différents pays en Europe et que j'ai reproduit pour le cas français en 2003. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, il y avait la troisième question, c'était sur... C'était surtout pour Juliette Mola, je crois. Allez, je lui passe la parole. C'était en réponse à la question de Claude Soulas. Sur les parcs relais. Je ne sais pas s'il n'y a quand même pas un débat en France sur le sujet des parcs relais. Après, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, auxquelles les élus des communes qui sont concernées par une gare font face à un afflux de voyageurs qui se traduit par une saturation des parkings et du coup avec tout un problème politique aussi derrière de résidents qui se plaignent. Et effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur l'agrandissement des parkings. Alors je ne dis pas, dans certains cas, il y a peut-être une surévaluation de la capacité. On a beaucoup de mal quand même à évaluer les besoins. Après, dire que c'est plus efficace de faire un projet urbain autour d'une gare pour ramener des gens vers le réseau, pour faire faciliter l'usage du réseau. Je suis pas si sûre. Ça dépend aussi de à quoi on a accès à partir de cette gare. Et nous, on a fait une étude sur justement ce cas de la ligne C dans des nouveaux quartiers de gares autour de nouvelles haltes. On s'aperçoit que finalement, les résidents de ces quartiers, que les gens qui habitent dans ces nouveaux quartiers n'utilisent pas tant que ça le train, même de manière assez marginale. Donc, la question de la combinaison entre une fonction, la nécessité d'organiser l'accès à ces gares et l'insertion urbaine est un sujet qui quand même, je pense, fait beaucoup travailler Gare et Connexion, AREP, les aménagements. Effectivement, il y a un sujet, mais pas de réponse. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, d'autres questions ? Profitez-en, parce que dans une demi-heure, c'est fini. On ne vous demandera plus votre avis sur le sujet. Marc Dumont, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore là et vous pouvez peut-être avoir aussi des choses à dire par rapport à ça. Monsieur ? Olivier Razon, je suis journaliste pour Le Monde. J'ai une question sur le prix des carburants, parce qu'effectivement, l'économiste Vincent Renard dit la même chose que vous, monsieur Orfeuille, c'est-à-dire en fait, finalement, le prix du carburant a peu augmenté, voire il a baissé depuis 30 ans. Vous ne dites pas exactement la même chose, mais ça revient finalement au même, en tout cas en proportion par rapport aux revenus des ménages. Et en fait, les gens réagissent très souvent en disant « mais comment c'est possible ? En fait, on se déplace plus qu'avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les gens se sont enrichis. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler pourquoi finalement le prix... on entend tout le temps le prix du carburant augmente. Manifestement, c'est quand même pas autant que ça, ou en tout cas, ça n'a pas des incidences aussi fortes que ça sur les ménages. Qu'est-ce qu'il en est ? Voilà, merci. Jean-Pierre Orfeuille. D'accord. Bon, alors, je dirais, ça pourrait être très compliqué parce qu'il y a différentes périodes, mais
premier point, dans ce qu'a exprimé Yves Crozet ce matin, c'est simplement de dire, en gros, la croissance économique passée et ce qu'elle a distribué aux ménages en pouvoir d'achat a été supérieure à l'évolution du prix du carburant. Et donc, en travaillant 1 heure, je peux me payer 1 litre de plus tous les 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Bon. C'est pas beaucoup, hein. Non, enfin, je peux m'en payer plus. Hein, je dis 1 litre. Bon. Moi, je me suis exprimé dans une logique plus simple, hein, qui est simplement le prix en monnaie constante. Hein, mais déjà, pour faire passer un prix en monnaie constante, c'est déjà compliqué. Bon, lui, de fait, il a augmenté dans la décennie 90 et dans la décennie 2000 surtout. Hein. Donc, indiscutablement, il augmente. Cela dit, il garde le même poids dans nos budgets, hein, autour de 3,7, 3,8%. Pourquoi ? Un tout petit peu dans la dernière décennie, pour ne parler que d'elle, parce qu'on s'est un tout petit peu enrichi, mais enfin bon, vous savez très bien que la croissance, maintenant, on en parle plutôt au passé qu'au futur. Hein. Mais en revanche, il y a 2 autres éléments. Le premier, qui est peut-être ignoré, mais en gros, les voitures qu'on achète aujourd'hui consomment la bagatelle de 2 fois moins qu'il y a 25 ans. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, mais les Français, ils ne sont pas cons, ils s'en aperçoivent. Hein. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on simplifie un peu certains schémas de mobilité, parce que aujourd'hui, en gros, chaque fois que vous donnez 1 euro de plus à un ménage, à quoi il va cet euro ? Pour l'essentiel. Hein. Il va au logement, à la santé et aux nouvelles technologies de l'information. Hein. Et nous faisons dans nos budgets une place de plus en plus grande aux portables et à tous ces machins-là, hein, que nous renouvelons souvent. Hein. Et en revanche, tout ça, on le fait entre autres, hein, avec un peu d'économie sur les carburants. Mais alors, pour aborder un thème que Stéphane n'aime pas, mais c'est vrai que dans les médias, on entend beaucoup plus parler de la hausse du prix des carburants qui a un peu augmenté, c'est vrai, que de la hausse des prix immobiliers. Bon, or, ils ont quand même été multipliés par 2 en 10 ans, et ça ne doit rien à l'OPEP. Heureusement que l'OPEP s'occupait du prix des loyers et du prix du foncier. Je préférerais. Hein. Vous êtes satisfait par la réponse ? Ok. Alors, madame. Donc Jean-Pierre Orfeuille, vous êtes prévenu. Hein. Alette Picard, enseignante à l'école d'architecture Paris-Val de Seine. Je voulais revenir sur la question des centres commerciaux et le périurbain, éléments qui ont déjà été évoqués hier sur Montréal et tout ça. Alors la question que je me posais, c'est votre démonstration, ça me paraît un peu curieux, parce que le centre commercial d'origine, c'est vraiment en premier lieu la voiture, la forme même du centre commercial, puis après la forme de distribution. Et une question qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport au périurbain, c'est toute la question sur une autre forme de consommation, vu la proximité de la campagne, et entre autres tout ce qui est vente directe et vente courte entre le producteur et le consommateur, avec en ligne de fond une meilleure alimentation, un suivi de ce qu'on mange et tout ça. Et donc, du coup, on peut se poser où doivent se passer ces ventes directes, c'est-à-dire est-ce que ça doit se passer, comme ça se fait certaines fois, au bord des gares, est-ce que ça doit se passer près des centres commerciaux, ou au contraire, est-ce que ça devrait se passer au centre des bourgs, comme dans ces espèces d'espaces conviviaux qui avaient été décrits par M. Le Gall, avec des accès directs par vélo et marche. Voilà. Mais je pense que c'est quand même une question importante, cette alimentation, puisque ça nous a été aussi démontré que c'était par là aussi qu'on avait une empreinte carbone importante, plus des problèmes de santé. Voilà. Alors, peut-être votre avis, s'il vous plaît, comme vous l'aviez fait ce matin, sur ces problématiques à Montréal. Oui, en fait, je voulais faire une intervention sur les parcs relais parce que nous avons eu récemment l'adoption d'un plan de mobilité et d'aménagement et du développement, un PMAD. Et en fait, ce que ça prévoit, c'est la densification aux abords des gares.
Et le conflit qui se prépare, c'est que les responsables de l'opération des lignes de train de banlieue s'appuient beaucoup sur les gares pour attirer les gens, dont 50% viennent en voiture. Et là, on voit très bien qu'il y a une discussion sur oui, mais s'il n'y a plus de stationnement, je n'aurai plus de clients. Et je dois plutôt augmenter la superficie de ces stationnements et non mettre des territoires résidentiels parce que je n'aurai plus mes clients. Donc, il y a déjà un beau débat parce que les 80 maires ont approuvé ce plan métropolitain d'aménagement alors qui prévoit la densification aux abords des gares. Et on n'a pas nécessairement de réponse pour savoir ce qui est le plus efficace. Et on prévoit aussi la tarification. Et sur les power centers, j'en ai parlé. On est vraiment dans le paradis de la voiture. En tout cas, dans ces grands centres, on a des centres commerciaux à Montréal un peu plus centraux où on a un certain accès en transport en commun, mais sinon, ce qu'on voit, c'est vraiment tout auto pour l'accès à ces grands centres commerciaux. Et il n'y a même pas aucune place pour le piéton. C'est d'un danger. D'ailleurs, j'interdirais à tout le monde de marcher dans ces territoires-là. Merci beaucoup. Monsieur de Lancaster, je crois, n'est-ce pas? Hello, thanks. Bonjour, je m'appelle Javier et je suis directeur de recherche à Lancaster, en Espagne. Nous avons parlé de la France et de l'Europe comme si elle était essentiellement peuplée de la classe moyenne. Or, le travail qui a été fait ici en France montre que les 5% en haut de la pyramide, 5% de la population sont responsables de 50% des émissions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur le prix du pétrole. Là, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit ce matin sur le prix du baril, sur le prix du pétrole. Vous avez dit que ce prix restait constant au cours des dernières années. Alors c'est vrai que en 2008, il y a eu une augmentation suivie d'une baisse de ce prix. Mais il y a un livre ici que je lis qui s'appelle « Societies Beyond Oil », les sociétés au-delà ou après le pétrole. Et ce que l'on dit, c'est que si la Chine continue de se développer au même rythme, eh bien, toutes les exportations de pétrole seront consommées par la Chine en l'espace de 10 ans. Donc là, évidemment, ça entraîne des questions très sérieuses de sécurité géopolitique, sans oublier, bien entendu, les dimensions environnementales. Moi, je pensais que c'était important de le souligner. Merci. Alors, Jean-Pierre Orfeuille, vous êtes encore, disons, interpellé sur... avec ces différentes questions? Oui, donc, ce qu'a dit Yves ce matin, bon, je crois qu'il a peut-être dit un petit peu vite, mais c'est vrai que dans les années 2000, en gros, le prix du carburant en heure de SMIC s'est stabilisé en France. Bon, alors par rapport à ce que dit monsieur, bon, je crois que c'est vrai que tout le monde a le fantasme de la Chine. On peut pas. Bon, faut quand même. Avant c'était Mad Max avec l'Australie. Alors je rappelle simplement qu'en Chine il y a 2 fois plus de vélos électriques que de voitures. Bon, premier élément de rappel. Deuxième élément de rappel. Oui, ce que vous dites est vrai en termes très, très prospectifs, mais le niveau à partir duquel part la Chine, vous pouvez multiplier par 2, vous pouvez multiplier par 3, c'est pas ça qui va complètement déstabiliser un marché pétrolier. Ce que dit John Ury sera peut-être vrai en 2060, et pas pour demain. Xavier Desjardins, vous avez été interpellé sur la question des centres commerciaux. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, la façon dont j'ai posé la question, c'est finalement avec les formes actuelles de distribution des emplois, des commerces et des lieux d'habitat, est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui se déplacer différemment? Un petit peu d'ailleurs comme vous l'avez fait pour le vélo, c'est-à-dire avec notre géographie actuelle. Et en fait, on se rend compte que c'est possible, qu'il y a déjà là des choses qui sont très importantes et qui ne sont pas mises en œuvre pour des questions, je pense aussi, simplement
simplement de représentation des acteurs, et parce que ce matin, monsieur Jean-Michel Roux l'évoquait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi des terrains, beaucoup d'espaces dans lesquels les urbanistes, architectes sont peu intervenus, et donc il s'est passé des choses qui sont souvent de faible qualité. Donc effectivement, j'étais simplement dans une lecture de ce qui existe, de voir comment on pouvait déjà se déplacer différemment. Donc c'est vrai qu'en termes de prospective, vous avez complètement raison. Peut-être ces formes-là vont-elles être amenées à changer par des mutations de l'organisation commerciale. C'est probable. Et d'ailleurs, beaucoup de commerçants réfléchissent à leur mutation, voire à leur disparition aussi, avec le développement du commerce en ligne aussi, qui est une mutation à mon avis plus rapide que le commerce de proximité avec les carottes produites par les gens à 3 km. Mais par contre, le commerce en ligne, ça c'est vraiment très, très massif comme effet sur le commerce. Frédéric Héran. Oui, le commerce, c'est l'activité qui s'adaptera le plus facilement à tous les chocs possibles, imaginables, environnementaux, prix du pétrole, tout ce que vous voulez, parce que la grande distribution a une souplesse d'adaptation extraordinaire, elle a toujours prouvé. Et si demain, il est pour elle plus intéressant d'avoir des petits supermarchés disséminés dans la campagne, enfin dans les bourgs, à proximité, plus proche des clients, elle le fera immédiatement et à toute vitesse. Et ces centres commerciaux qui seront désertés, et certains le sont déjà, par exemple Cyril Jean Grandpierre, qui est un géographe qui travaille à Avignon sur la distribution, explique que c'est déjà le cas dans la région d'Avignon. Eh bien, ces grands centres commerciaux seront reconvertis, seront réduits en taille, seront... voilà, je ne sais pas ce qu'on J'ai cru que vous alliez dire seront réduits en poussière. Non, c'est pas possible, en taille. Non, mais tout ça rend d'éminents services. Simplement, voilà, il y a une capacité d'adaptation. Le problème, c'est pas la distribution. Le problème, c'est plutôt les emplois, qui sont beaucoup plus difficiles à faire bouger. Et puis aussi la mobilité résidentielle qu'il faudrait favoriser en réduisant, je sais pas, par exemple, les frais de notaire, etc. Enfin, il y a toutes sortes de pistes. Ça, c'est des problèmes beaucoup plus difficiles que la distribution. Merci. Alors, nous avons une dernière intervention, tout là-bas, je crois, et puis ça sera la dernière, si vous le voulez bien, monsieur. Bien, Yom Jacques, Université de Douala, Cameroun. Alors, depuis hier, il a dit qu'il n'existe pas un monde périurbain, mais des mondes périurbains. Il a été également dit que les habitants du monde périurbain français épousent beaucoup plus de modes de vie urbains. Mais lorsqu'on rentre dans cet espace social camerounais, on se rend compte que les habitants vont plutôt vers le monde rural. Alors moi, j'ai une préoccupation. J'adresse cette question à Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut continuer à parler de monde périurbain ou alors de monde périrural dans ce cas? Merci. Merci. Alors, périurbain, ou faut-il pas inventer un nouveau mot, périrural? Non, mais je crois, oui, enfin, on peut toujours inventer des mots. Hein. Ça n'a pas l'air de vous amuser. La langue est vivante et tant mieux. Mais ce qui est important d'inventer, c'est les définitions pertinentes et les bons regards. Après, on les appelle comme on veut. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin de cette séquence. Merci beaucoup. in Rechten.